Ne pas jouer de Coupe du Monde, pourquoi? C'est le drame d'un footballeur. Le rêve d'enfant, malheureusement, qui ne se réalisera jamais. Alors, l'histoire du football, très belle infographie, regorge l'exemple de très grands joueurs qui n'ont jamais disputé la Coupe du Monde. Exactement, ils ont tout gagné en club, parfois à titre individuel aussi, mais rien avec la sélection, souvent parce qu'ils viennent de pays mineurs, parfois parce qu'ils n'ont pas eu trop de chance aussi, ça existe. On a fait un top 5 avec Victor Foudreau et Pierre Crépu. On commence avec Abedi Pelé, le Ghana jamais qualifié, du temps où il jouait. Numéro 4, Ryan Giggs, même chose pour lui, trop seul au Pays de Galles pour espérer quoi que ce soit. En troisième position, on a choisi George Best, nord-irlandais, encore un pays mineur on va dire. Il n'a joué qu'un amical avec la Grande-Bretagne dans sa carrière. Le deuxième, c'est Mister George Weah, Ballon d'Or 95, le Libéria évidemment, un tout petit pays d'Afrique. Et le numéro 1, on a choisi la légende Alfredo Di Stefano. Alors lui, il a joué avec l'Argentine et avec l'Espagne, mais il était blessé lors de la Coupe du Monde 62, donc il n'a pas joué avec l'Espagne. Voilà, toutes ces stars ont déjà évoqué évidemment leur regret de ne jamais avoir disputé de Coupe du Monde. En France, on peut citer Samir Nasri qui a raté le mondial en 2010 et en 2014, un crève-cœur. Il le disait en 2015 dans une interview avec Sébastien Tarago. Rater des Coupes du Monde, c'est la plus grande déception de ma carrière. C'est quelque chose dont je rêvais depuis que j'étais gosse, vouloir jouer une Coupe du Monde et deux fois rester à la porte avec des prétextes que je pourrais être néfaste à l'esprit de groupe. C'est ça qui me fait le plus mal. Alors Nasri figure dans le 11 des Français qui n'ont pas eu la chance, encore une fois, de connaître le plus grand événement de foot planétaire. Alors ce 11, on l'a constitué nous-mêmes et il a de la gueule, comme souvent. Alors chaque cas est différent, on pourrait en parler longtemps, mais on a vraiment une belle équipe. À droite, on a mis Hatem Ben Arfa. Là encore, Sébastien Tarago l'avait rencontré pour la chaîne L'Équipe. C'était pendant sa carrière et il espérait encore connaître ce grand frisson. Oui, j'ai besoin de pouvoir contribuer à quelque chose pour mon pays. J'ai besoin de... C'est un accomplissement aussi, ça. Ça fera partie d'un accomplissement. Alors, quand on pense aux joueurs écartés des listes, on pense forcément à ce psychodrame de France 98. Et oui, rappelez-vous, on est juste avant la Coupe du Monde. Aimé Jacquet annonce une liste de 28, donc 6 joueurs de trop par rapport à la liste de 22 définitive qu'il doit fournir. Ce sera vraiment le feuilleton de toute la préparation. Et le 22 mai, à seulement 3 semaines du premier match face à l'Afrique du Sud, eh bien, il réunit les 6 malheureux dans une chambre de Clairefontaine vers 21h30. Lionel Letizy, Martin Djetou, Sabri Lamouchi, Pierre Lègle, Ibrahim Ba et Nicolas Anelka apprennent qu'ils ne disputeront pas la Coupe du Monde. Le coup est dur, très dur. Letizy a raconté ça dans le podcast La Voix des gardiens d'Alexandre Plumet. Bonsoir. On est convoqué dans la chambre du coach, Aimé Jacquet, et puis là on est les 6 et avec tout le staff. Donc on a compris, et moi je suis rentré dans la chambre, j'ai vu que c'était le moment. Il y avait le nombre de joueurs qui correspondait, voilà, il y avait le staff. Donc après ça s'est plus ou moins bien passé, ça a été un petit peu houleux, mais moi j'étais jeune donc moi j'ai rien dit, j'ai écouté, et puis il nous avait donné le choix ou de dormir encore à l'hôtel, enfin au château, ou partir de suite. Et puis il y en a certains qui voulaient partir de suite, donc finalement on est tous partis de suite. Et effectivement, ils sont tous partis sur le champ. Un autre témoignage par rapport à cette soirée-là, ça vient des archives de l'Équipe, on remercie la documentation, c'est Sabri Lamouchi en 2000. J'ai été touché au plus profond de moi-même et c'est vrai que quand on aspire à toucher au niveau et qu'on travaille tous les jours pour y arriver, que ça... Conscient d'une chose, c'est que j'ai la chance de faire de ma passion mon métier et à un moment donné, le train est parti sans moi et moi ils m'ont laissé sur le quai, j'essaie de dire ça comme ça. Et oui, rendez-vous compte évidemment du traumatisme pour eux de rater une Coupe du Monde. Qui plus est en France, on a retrouvé des extraits de l'Équipe de l'époque et en fait la gestion de cette situation par Aimé Jacquet avait été très critiquée. Mouss Mazouz, l'agent d'Anelka, déclare dans l'édition du lendemain « Je suis allé chercher Nicolas Anelka et Ibrahim Ba qui ont été déposés comme 2 clochards au portail de Clairefontaine. » Et 2 jours plus tard, Vincent Duluc écrit « Il était difficile de faire pire, Aimé Jacquet l'a fait. L'affaire des 28 était boiteuse dès le départ, celle des 22 entrera dans l'histoire. » Alors justement, Vincent, on a parlé avec lui aujourd'hui, 40 ans de carrière, autant à suivre les Bleus, et il n'avait jamais vu ça. Je pense que la nuit de 98 et la fuite des 6 exclus de Clairefontaine, c'est sûrement le truc le plus violent
qu'on ait vu dans l'histoire des listes et des phases finales, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro. Je pense qu'aucun des 6 exclus de la nuit de Clairefontaine ne s'en est réellement remis. Le seul qui s'en est remis, c'était le plus jeune, c'était Nicolas Anelka. Mais pour les autres, ça a été d'une violence extrême. D'abord parce qu'ils n'ont plus jamais eu la chance de disputer une Coupe du Monde. D'abord parce que disputer une Coupe du Monde en France était la chance d'une vie. Et pour en avoir parfois longuement parlé avec eux, au fil d'entretiens formels ou informels, c'est un déchirement qu'ils n'oublieront jamais et une cicatrice qui ne guérira jamais. Alors, je suppose que ça n'a jamais été refait derrière. Mais il y a quand même eu l'épisode de l'hélicoptère à Tignes. C'était sous Raymond Domenech, 7 joueurs, dont Mathieu Flamini, que vous voyez ici, qui s'en vont pendant la préparation et qui quittent le rassemblement en hélicoptère, ce qui ajoute un peu, on va dire, à la dramaturgie de la scène. Alors ça, c'était avant l'Euro 2008, mais là où l'épisode 98 a vraiment marqué les esprits, c'est pour les compétitions qui ont suivi juste après, en 2000 et en 2002, les explications de Vincent Duluc. Roger Lemaire, qui était l'adjoint d'Aimé Jacquet en 98, avait tellement été marqué par la cruauté de cet épisode qu'il avait décidé, lui, devenu sélectionneur, d'ajouter les joueurs au fur et à mesure de la fin de saison, plutôt que de prendre des réservistes qui en seraient exclus. Et c'est comme ça qu'en 2000, il avait d'abord publié une liste de 12 ou 13 joueurs, puis ensuite seulement sa liste des 23, et qu'en 2002, pour la Coupe du Monde, il avait encore plus morcelé l'annonce de sa liste avec 10 joueurs par-ci, puis 3, puis 4, puis 5. Et voilà, c'était sa manière à lui d'être sans doute un peu plus humain, mais pour autant de ne pas n'être beaucoup mieux compris. Et puis pour les joueurs, il y a l'impact à court terme et à long terme aussi qui peut être énorme. Il faut réussir à se remettre, évidemment, mentalement. Ceux qui l'ont traversé parlent de tristesse, de colère, d'injustice, évidemment. Et puis sportivement, l'impact aussi est énorme. On a pris les 6 recalés de 98, leur carrière en bleu derrière. Et c'est pas terrible, hein. Les Tizi, Djetou, Lamouchi ont très peu joué. Le seul qui a duré, c'est Anelka. En même temps, il avait que 19 ans en 98. Et Pierre Lègle et Ibrahim Ba, par exemple, ils n'ont plus jamais été appelés. Pour en revenir à les Tizi, il confiait dans La Voix des gardiens qu'il avait été en difficulté lors de la saison qui a suivi la Coupe du Monde. C'est après que j'ai eu un contre-coup, c'est septembre-octobre de la saison d'après où j'ai un petit contre-coup. C'était contre-coup quoi, de repenser à oui, un peu de déception de l'été Un peu tout, de se rendre compte qu'on n'est pas champion du monde avec tout ce que ça comporte. On rentre un peu dans le rang en fait. Moi j'avais vécu 2 ans à Metz, 4e, 2e, l'équipe de France, aller toucher presque une participation à la Coupe du Monde, et puis là on se retrouve à jouer 7e, 8e place. Voilà, on a eu un peu de... On retombe un petit peu quoi. Un joli témoignage de l'ancien gardien Lionel Letizy. Pour vous donner un exemple aussi, on a essayé de les contacter, tous les joueurs par exemple de 98 aujourd'hui. Il y en a un notamment qui nous a répondu non, je ne peux pas vous parler, je suis passé à autre chose tout simplement. Forcément, la cicatrice, elle est toujours là et ça peut même être encore pire quand son pays gagne la Coupe du Monde. Merci beaucoup Romain. Bien sûr. D'ailleurs, ça me fait penser, votre dernière phrase, vous dites ça peut même être encore pire quand son pays gagne la Coupe du Monde. Jeannot, vous en avez suivi des Coupes du Monde et des Bleus évidemment. Koscielny, il extrêmement mal vécu sa blessure. Mais bien sûr, mais il ne la joue pas en 2018. Alors, et il se dit, je suis champion du monde. Et en fait, il a dit, je ne dis pas qu'il était pour la Croatie, mais en fait, c'était invivable pour lui. J'étais avec lui il y a 48 heures pour en parler justement pour RTL. Et c'est vrai que c'est resté encore bien ancré dans son esprit parce que bien évidemment, quand il déclare en plus à l'époque à Canal en octobre qu'il annonce sa fin de carrière internationale et qu'il dit oui, dans ma tête, j'avais envie qu'il perde quelque part, mais c'est fort ce qu'il dit là, mais c'est égoïste, mais c'est compréhensible aussi par rapport notamment à l'attitude qu'il avait eue précédemment sur ce fameux match, souvenez-vous du match aller en Ukraine où il y a la défaite 2-0, où il a ce geste stupide par rapport à l'agression que subit Debuchy, il prend un rouge, il n'est pas là au retour, dans l'avion du retour, il s'excuse auprès de ses partenaires de ne pas être là et de ne pas pouvoir jouer et disputer ce match-là que finalement l'équipe va renverser en s'imposant 3-0 avec le doublé de Mamadou Sakho. Donc voilà, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, c'était peut-être écrit que Koscielny n'irait pas à cette Coupe du Monde. Et souvenez-vous aussi l'Euro 2016, quand Umtiti, Rami qui n'est pas dans les réservistes, est appelé dans un premier temps puisqu'il ne prend pas Varane. Et derrière, il y a la blessure de Mathieu. Et là, réapparaît Umtiti alors que lui faisait partie des réservistes. C'est l'histoire des choix de sélectionneurs. Et ce qui se passe là aujourd'hui avec l'histoire de
le Camavinga y est pas 25-26. Je pense qu'il y a un petit jeu de chat et la souris entre le sélectionneur, le staff et certains de nos confrères, certains journalistes, parce que c'est comme ça aussi que tu peux garder un tout petit peu de suspense jusqu'à l'annonce de ta liste. Un mot là, on sort un tout petit peu du pourquoi, parce qu'on a encore d'autres nouvelles infos, on va suivre ça, ça va être notre feuilleton toute la soirée. Raphaël, on fait un point liste avec vous. Exactement, un point, on va prendre des précautions avec les incertitudes. On vous a beaucoup parlé tout à l'heure de Risser et Mateta qui devraient être donc dans la liste. Risser au poste de 3e gardien et Mateta comme 9e attaquant. Le doute subsiste désormais quant à la présence au milieu de terrain de Eduardo Camavinga, car il y aurait eu une ultime réunion avec Didier Deschamps et le staff de l'équipe de France et il y aurait un ultime changement, alors au détriment de qui? Avec la présence d'un 9e défenseur qui est Maxence Lacroix, qui avait donné satisfaction au staff de l'équipe de France au mois de mars lors des matchs face au Brésil et face à la Colombie. Donc Maxence Lacroix, a priori, serait dans la liste. Voilà, on va y aller tranquille, évidemment. Mais la réalité, c'est que à ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure sur Lucas Hernandez qui pourrait jouer à gauche et Lacroix qui pourrait doubler en défense centrale, referait sens aussi de cette façon-là, en triplant les postes différemment. Olivier, vous avez joué une Coupe du Monde en 78. C'est toujours un moment à part. Est-ce que de toute votre carrière, disputer cette Coupe du Monde, alors avant que la France ne soit plus forte finalement quelques années après 82-86, ça reste aujourd'hui votre plus grand souvenir de footballeur? Oui, totalement. Totalement. Il y a pas de. Même si j'ai disputé les Jeux Olympiques à Montréal en 76, qui est aussi un moment, je peux vous dire, assez exceptionnel. Mais la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. C'est un truc de dingue. Et pour revenir à la tristesse des joueurs qui ne le sont pas pris, moi, par exemple, le match de qualif contre la Bulgarie, je suis sélectionné et je me blesse. Je me blesse, donc je suis pas pris. Et bien là, j'ai ressenti certainement une tristesse aussi forte parce que je me suis dit, je ne savais pas si j'y allais, mais je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, heureusement, c'était sans gravité, j'étais quand même dans le match, j'étais au Parc des Princes pour la qualif, donc c'était important. Mais non, mais la Coupe du Monde, ça reste la Coupe du Monde. On ne peut pas s'imaginer de ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Alors nous, ça n'a pas duré longtemps, on n'a fait qu'un tour, mais quand même. Avec des beaux maillots verts pour l'histoire. Oui, non, mais ce n'est pas le problème, c'est que tu te retrouves à jouer contre l'Argentine. Franchement. Tu rentres, tu montes l'escalier et tu tournes la tête et tout d'un coup, tu vois ces millions de petits papiers qui tombent du ciel. Mais je te mens pas. Tiens, je vous en parle, j'ai automatiquement la chair de poule. Mais c'est un truc de dingue. Tu joues l'Argentine, le pays organisateur. Bon, certes, on s'est fait avoir par l'arbitre suisse, mais quand même. Je veux dire, c'est des moments. Oui, c'est l'époque où, pour les plus jeunes, c'est l'époque où on se faisait arnaquer. Mais oui, c'était extraordinaire. Regarde, nous, on avait. Alors, la malchance ou la chance, je ne sais pas, mais on partageait l'hôtel avec l'équipe d'Italie. C'est-à-dire, et on jouait le premier match de la Coupe du Monde contre l'Italie. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Après, on a bien appris des erreurs, on a refait en 2002. Mais ça, c'était l'organisation de l'époque. Oui, mais bien sûr, c'était autre chose. Et tu voyais les Italiens s'entraîner, puis nous, on arrivait derrière. Donc, tu vois, tu vis des moments extraordinaires. Et c'est la Coupe du Monde. Quoi qu'on en pense. Tu sais, le trophée Jules Rimet, on le regarde. Et je te jure, c'est un truc, tu te dis, surtout nous, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas mis les pieds là-dedans. Bien sûr, on est arrivé dans une période où ça n'existait pas, mais il faut le rappeler. Jure. Il y a des joueurs comme ça. Est-ce que, par exemple, l'histoire des 6 de Clairefontaine, c'est quelque chose qui vous a marqué? Vous étiez peut-être trop jeune, je ne sais même pas en fait, non, vous dire. Moi, je me rappelle très bien, Ibouba, il était à Bordeaux, donc pour moi, il était parti pour être un joueur générationnel, ce qui finalement n'a pas été le cas, malgré son talent. Il y a un joueur comme ça auquel vous pensez? Mais moi, quand j'ai vu la liste tout à l'heure, Cantona, par exemple, il y a des joueurs comme ça. Moi, pas forcément la liste des 6, mais je veux dire des immenses joueurs qu'on a connus, que nos parents, pour le coup, moi, c'était mon papa. Cantona, c'est pas mon papa, c'est moi. Voilà, moi, il était amoureux de Ginola et je pense de Cantona en tant que joueur. J'en ai toujours entendu parler. J'étais bercée par ces joueurs-là et pourtant c'est des joueurs. Voilà, j'ai toujours su qu'ils n'avaient pas disputé de Coupe du Monde. Je pense que pour beaucoup de générations, en tout cas moi j'en fais partie, la Coupe du Monde c'est une des portes d'entrée par lesquelles on accroche au football. C'est le barbecue dans le jardin l'été. On est tous ensemble, les copains, les voisins, on regarde. Et je pense que c'est aussi le dénominateur commun de beaucoup de joueurs et de joueuses qui se sont plongés à ce moment-là, qui ont plongé leurs yeux sur les rectangles verts. Et c'est là où je partage un peu la tristesse parce que ce que décrit Olivier, l'esprit un peu village olympique, évidemment, à la Coupe du Monde, je pense que tous les joueurs en rêvent de ça. De par la rareté, évidemment, c'est tous les 4 ans. De par l'universalité, c'est la grande fête mondiale. Et par exemple, aujourd'hui, c'est pas encore acté, mais je pense évidemment à Lucas Chevalier, moi. Parce que je me dis, il vit une saison qui est cauchemar.
c'est une descente aux enfers. Et je ne sais pas si, de par la rareté de cet événement, il aura l'occasion un jour d'en redisputer une nouvelle. Je trouve ça tellement dur, en fait. Johan, rapidement, je suis désolé, parce qu'après, on va être dans le live. Il y a un joueur comme ça aussi, auquel vous avez pour qui vous avez une pensée particulière, ou finalement, maintenant, vu la place que prend la Ligue des Champions, c'est plus la même chose? Oui, mais surtout maintenant, c'est qu'il y a l'évolution, il y a de plus en plus de pays, par exemple Curaçao, c'est ça qui est beau. Là, on va avoir des pays plus petits qui vont avoir le bonheur de vivre ça. Et c'est ça aussi l'avantage de cette Coupe du Monde, disons, plus grande, c'est que des pays qui n'avaient pas l'habitude vont avoir ce bonheur. Et je pense aussi, tu dis les joueurs qui ratent la Coupe du Monde, c'est un drame, mais pour même nous les passionnés, t'imagines les Italiens, là, les jeunes Italiens, 3 Coupes du Monde à la maison. Et moi, je me souviens, je suis en 78, le souvenir de ma vie, le plus beau de foot, c'est 86, j'ai 8 ans, une Coupe du Monde extraordinaire. Mais après, t'imagines, j'ai 12 ans, pas de Coupe du Monde 90 pour les Bleus. J'ai 14 ans, pas de Coupe du Monde en 94. Donc nous aussi, on souffrait moins. En tout cas, en 90, c'est pas la même Coupe du Monde sans les Bleus. C'est 80. T'es gamin, t'imagines, il n'y avait pas nos Bleus, quoi. Donc c'est aussi terrible, pas seulement pour les joueurs, mais pour les passionnés. Ah ben ça, c'est bien. Ouais, vraiment, vous avez raison. Parce que moi, mes seules larmes de foot, c'était après la Bulgarie. Exact. Merci beaucoup, Romain. Merci.